Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce premier Innovation de 2026, une année que je nous souhaite à tous, riche en bonnes idées, en bonnes nouvelles et en bonnes innovations. Évidemment, tout de suite, le sommaire de ce 10e épisode. L'IA, toujours au cœur de l'actualité tech, une actrice créée grâce à l'intelligence artificielle fait polémique à Hollywood. Les grands du cinéma s'interrogent sur l'avenir de la profession. On fait le point dans les 3 infos tech. Transformer l'air en eau potable, c'est la mission de Watergen. L'entreprise israélienne nous a ouvert ses portes à Petah Tikva. Elle est capable de fournir de l'eau, même en plein désert. Reportage à suivre. Enfin, dans notre rétrotech aujourd'hui, Tudum, Netflix est disponible dans près de 190 pays. Le leader mondial du streaming revendique plus de 300 millions d'abonnés. On vous raconte l'histoire de ce géant qui n'a pas fini de grandir avec le rachat à venir de Warner Bros. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les 3 infotech de la semaine. Une actrice créée par l'IA fait polémique à Hollywood. Elle s'appelle Tilly Norwood. C'est elle, une actrice plus vraie que nature, enfin presque. Cette femme que vous voyez n'existe pas. Elle fait partie de la création de Particle 6. C'est un studio de production londonien spécialisé dans l'IA. Une création qui suscite le débat à Hollywood avec une question. Les acteurs synthétiques sont-ils un nouveau format créatif ou une menace pour les acteurs humains? Écoutez à ce sujet la réponse de la fondatrice de ce studio britannique. Il y a cette idée fausse qu'elle va prendre le travail de vrais acteurs. J'adore les vrais acteurs et je ne veux absolument pas qu'elle prenne leur travail. Chez Particle 6, nous aidons l'industrie traditionnelle du cinéma et de la télévision. Par exemple, s'il manque seulement 20 ou 30% du budget, normalement, le scénariste devrait supprimer toutes les scènes coûteuses pour pouvoir réaliser le film. Nous affirmons qu'avec l'IA, nous n'avons pas à faire de compromis sur la narration. Nous pouvons créer un film entier avec certaines scènes générées par l'IA, ce qui réduit les coûts. Et d'ailleurs, nous donnons le feu vert à de plus en plus de productions de cette manière et davantage d'acteurs trouvent du travail. Avec Tilly, nous voulions explorer cette nouvelle forme d'art qu'est l'IA, avec des personnages générés par l'IA, sa propre histoire, et elle ne prend pas de travail dans l'industrie traditionnelle du cinéma et de la télévision. Voir par le toucher, c'est possible ou presque grâce à une entreprise française, son nom SeeHaptic. Elle développe cette technologie que vous voyez, un système associant capteurs visuels et réponses tactiles. Les capteurs s'installent sur n'importe quelle paire de lunettes et filment en continu l'environnement. Et une ceinture lombaire exerce des pressions en fonction des obstacles ou des informations. Couplé à l'IA, cela crée une sorte de carte virtuelle qui permet aux personnes malvoyantes de presque voir leur environnement. Direction Las Vegas, à présent, la ville des péchés accueille chaque année en janvier son traditionnel salon de la nouvelle technologie, le CES. Entre robots domestiques, nouvelles télévisions et intelligence artificielle, le futur se donne rendez-vous dans le Nevada. Et parmi les innovations présentées, Sidekick, une chaussure motorisée. Écoutez les explications de l'un des fondateurs de l'entreprise. Voici donc le Sidekick, le défi Sidekick. C'est une chaussure motorisée à la cheville, un peu comme un vélo électrique pour la marche. Eh bien, chaque pas, il vous donne un petit coup de pouce et vous aide à marcher. Nous ciblons vraiment les personnes qui peuvent marcher, mais qui rencontrent des difficultés, inconfort, fatigue ou simplement un manque de forme physique. Elles veulent pouvoir reprendre leurs pas et continuer à marcher. Rendez-vous la semaine prochaine pour un bilan des plus belles innovations du CES. En attendant, place à notre thème de la semaine, la Green Tech. La Green Tech, vous l'aurez deviné, c'est la technologie qui permet de rendre notre monde plus vert. Et pour inventer des innovations qui rendent notre monde plus écologique, eh bien, il faut des brevets. Et c'est là que vous entrez en jeu. Gilad Tauber, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes associé et mandataire en brevet chez Reynolds Cohn Group. C'est un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, le plus ancien ici en Israël. Concrètement, quelles sont vos missions quotidiennes chez Reynolds Cohn Group ? Shalom. Dans notre groupe Reynolds Cohn, nous nous occupons de propriété intellectuelle. Ce que nous faisons, c'est que nous aidons les sociétés, les universités, les entreprises en Israël à inscrire leur propriété intellectuelle, les breveter dans le monde et en Israël, et nous les représentons en Israël et dans le monde ou des entreprises de l'étranger qui veulent inscrire et breveter leurs produits en Israël. Alors, quelles sont aujourd'hui les technologies vertes les plus stratégiques en matière de brevets, les technologies qui innovent le plus, celles que vous voyez le plus arriver dans votre cabinet?
D'abord, il y a énormément de domaines qui sont en rapport avec l'énergie verte et dans une certaine mesure, nous voyons parfois les questions d'énergie verte, la manière dont on voit comment on peut économiser et être efficace et pas seulement trouver d'autres sources d'énergie. Nous travaillons avec toutes sortes de sociétés et d'entreprises dans ce domaine de l'électricité, avec des petites entreprises comme Magalim ou d'autres comme l'entreprise de la Société électrique nationale en Israël qui améliore et change et essaie de rendre efficace la consommation électrique, qu'elle soit verte ou pas. Nous connaissons aussi des compagnies qui donnent des énergies vertes totalement. Par exemple, nous avons Redefined qui imprime de la viande, donc le remplaçant de la viande pour avoir la texture d'une viande. Saltcoal, une entreprise qui développe des couleurs de la peinture pour rafraîchir les bâtiments avec l'énergie solaire. Il y a des sociétés qui améliorent l'agriculture pour avoir une meilleure production sur un même terrain, comme Blumet, qui utilise l'IA et des technologies robotiques pour permettre d'avoir une meilleure production, par exemple, de fleurs sur le terrain, dans les champs. Alors justement, vous parliez de l'IA, on en parle beaucoup, évidemment, en ce moment. Est-ce que le droit est prêt pour des inventions technologiques qui auraient été créées en collaboration, entre guillemets, avec une intelligence artificielle à qui revient le brevet? Le domaine de jugement du brevet par l'IA et par l'homme, c'est un sujet qu'on étudie dans le monde. Les conceptions dans le monde, pour l'instant, selon les pratiques diverses, c'est quand l'invention a été essentiellement inventée par l'humain et que l'IA n'a fait qu'aider, eh bien, on le voit encore et encore dans de nombreux cas où l'idée vient d'un être humain et ensuite l'IA nous permet de l'aider et d'avancer dans le développement et améliorer son idée d'origine, pas seulement l'idée en tant que telle. Quand nous travaillons directement avec l'IA, et chacun peut le sentir chez lui, quand il pose des questions générales, la réponse qu'on a de l'IA n'est pas une invention. L'invention, c'est l'être humain qui l'a fait à l'origine. On aura toujours besoin, on l'espère, de l'être humain. Merci beaucoup, Gilad, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé mandataire en brevet chez Renaud Cohen Group. Merci de nous avoir fait découvrir les brevets dans la technologie verte ce soir. Comme chaque semaine, on vous présente une innovation concrète développée ici en Israël. Ce soir, une innovation qui pourrait changer la vie de 2 milliards de personnes. On estime en effet qu'un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. La solution se trouve peut-être à côté d'ici, à Petar Tikva, dans les bureaux de Watergen. L'entreprise a trouvé le moyen de transformer l'air que l'on respire en eau potable. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Maya Kraut et David Schuffer. L'air que nous respirons, vous le savez, est en partie composé de H2O, autrement dit d'eau, entre 0 et 4%. Et si on transformait l'eau, l'humidité présente dans l'air ambiant en eau potable, eh bien c'est ce qui se passe du côté de Petar Tikva, près de Tel Aviv, grâce à Watergen. L'entreprise israélienne nous a accueillis dans ses bureaux pour nous expliquer comment fonctionne la technologie. Une visite qui commence sur les toits de Petar Tikva. Ça y est, nous sommes ici sur les toits de Petar Tikva, sur le toit de Watergen, et on va aller à la rencontre du patron de cette société qui transforme l'air autour de moi en eau. Bonjour. Bonjour Christopher. Merci de nous accueillir sur avec grand plaisir. le rooftop de Petar Tikva. Avec grand plaisir. Donc ça, c'est l'une des machines qui fabrique l'air que je respire en ce moment même et qui la transforme en eau. Exactement, pas seulement en eau. Bon, grâce à notre technologie, on arrive à générer beaucoup d'eau avec très peu d'électricité et une eau de très haute qualité qui est minérale, car on va minéraliser dans notre process, on va minéraliser notre eau. Sur ce type de machine-là, combien de litres d'eau vous pouvez fabriquer? Alors sur cette machine-là, on peut générer jusqu'à 1000 litres d'eau par jour, dépendant des conditions atmosphériques évidemment. Et sur cette machine-là, nous arrivons à donner de l'eau minérale à tout le bâtiment, qui est un bâtiment de 6 étages, en hauteur de 3 ou 4 robinets par étage, à tous nos employés et à tout le bâtiment. Et ce type de machine est installée donc n'importe où, ça peut être pas forcément sur les toits, ici on est sur les toits de Petar Tikva. Ça peut être partout. Partout aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a une présence commerciale dans plus de 90 pays. On a des projets comme celui-ci dans beaucoup de bâtiments en Israël qui vont promouvoir le côté durable, car ça va réduire la consommation de plastique et ça va donner aussi aux employés de ce bâtiment-là une meilleure qualité d'eau. Je sais que vous développez aussi ces machines-là en Chine, par exemple, où l'air est forcément plus pollué qu'ici en Israël. Exact. Comment s'assurer que l'eau reste de bonne qualité avec un air pollué, comme dans des centres urbains ici à Petah Tikva ou encore pire en Chine? Bien sûr. Il faut savoir que WaterGen, sur la 10 dernières années, a développé ces machines, mais on a aussi beaucoup de brevets, que cela soit dans la filtration de l'air, mais aussi dans nos capsules de filtration qui nous permettent d'avoir une très très haute qualité d'eau à la fin du processus. Il faut savoir qu'à la création de la société, nous avons pris nos machines et nous les avons installées dans tous les coins les plus pollués du monde, sans citer de pays évidemment, mais dans des zones très très polluées. Et on faisait des tests d'eau par des laboratoires externes tous les mois, et on a découvert que, c'est ce qui permet aussi cette technologie extraordinaire, que notre eau reste pure et minérale tout le temps. Entre 1000 et 6000 litres d'eau peuvent donc être produits par ces deux machines installées sur les toits de Petah Tikva. 1000 litres correspondent environ à l'eau consommée par une personne pendant 4 à 5 jours. 6000 litres, celle d'une famille de 4 personnes pendant environ une semaine. Cette eau peut être consommée directement sur le toit grâce à un robinet installé à proximité ou directement dans les bureaux. Et l'eau qui est à l'intérieur ici, c'est l'eau de Petah Tikva, c'est la Petah Tikva Water. Si exactement. Les machines qu'on vient de voir. Mais c'est un très bon point parce qu'aujourd'hui on travaille avec énormément de pays et énormément de partenaires qui veulent leur eau nationale. C'est la fierté, leur eau nationale. Et aujourd'hui les pays peuvent brander ou marketer nos bouteilles avec l'eau de différents pays. Donc on amène une solution non seulement au gouvernement pour amener une sorte de fierté nationale, mais aussi aux sources d'eau et à tous les partenaires qui veulent embouteiller leur eau. Et l'eau que l'on boit ensemble a un goût d'une pureté assez incroyable. Cette technologie est la première à avoir été développée par WaterGen. D'autres machines développées par l'entreprise israélienne permettent également de transformer l'air ambiant d'une pièce, d'un bureau, en eau. C'est le cas de ces différentes machines situées dans les bureaux de WaterGen. Alors comment fonctionne la technologie? C'est assez simple à comprendre. Attirer l'air à l'intérieur de nos machines, on va le nettoyer grâce à nos filtres qui sont brevetés par WaterGen, vont aller vers notre technologie qui est le Genius, ou ce qu'on appelle, on a réinventé un peu l'échangeur d'air, qui permet de générer énormément d'eau avec très peu d'électricité et qui est consommable par l'être humain. Puis il va passer par un système de filtration et de minéralisation pour pouvoir la boire. Ce que vous avez goûté juste avant, c'est ça. L'eau qu'il y a ici, c'est tous le même processus. Et comme toute nouvelle technologie, il y a une histoire derrière l'innovation. La société a été créée par un homme d'affaires qui s'appelle le docteur Michael Mirelashvili, qui est un homme d'affaires assez connu, et qui a détecté cette technologie, une petite technologie qui voulait se faire acheter par un très grand groupe. C'était pour assécher l'air, tout simplement. Et c'était en plus d'une dizaine d'années. Et il a détecté cette technologie, il a dit si on arrive à sécher l'air, il faudrait générer de l'eau pour donner de l'eau au monde entier, parce que c'est un droit de basique humain et il faut aider le monde. Et justement, aujourd'hui, WaterGen a développé des machines capables d'être déployées dans des zones humanitaires touchées par la sécheresse, les catastrophes humanitaires ou la guerre. On voit ça sur ce qu'on appelle des trailers avec ou un générateur ou des panneaux solaires comme je vous l'ai montré. Cette machine, mais aussi la machine de 1000 litres. Les deux machines, elles peuvent être déployées très facilement. On connecte ça généralement à des voitures, des grosses Ford, des gros trucks, etc. Et ils arrivent à déployer ça très très rapidement, ou avec des panneaux solaires, ou avec des générateurs, pour donner de l'eau aux populations. Et là, ça génère combien de litres d'eau? Celle-ci, jusqu'à 220 litres d'eau par jour. Pour vous donner une idée, 220 litres d'eau par jour, c'est l'équivalent de 145 bouteilles d'eau. Une fois dans les zones sinistrées, ces machines peuvent être déployées et installées en moins de 30 minutes. WaterGen a ainsi déployé ces machines un peu partout dans le monde, aux États-Unis, après des ouragans, en Asie du Sud, dans des zones de réfugiés. Des projets qui touchent et qui marquent. Celui du Kenya, où c'était un village de femmes qui ont vécu des choses assez horribles dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est des personnes qui font 30 km, 40 km par jour, aller et retour pour chercher de l'eau qui n'est pas saine, et qui crée des maladies et qui leur permettent pas d'étudier, pour les enfants en tout cas dans les écoles. Et aujourd'hui, ils ont des systèmes qui génèrent de l'eau à l'infini, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter d'aller chercher de l'eau saine, ils ont leur propre source d'eau, et évidemment, vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir au niveau d'un groupe,
d'un petit village, d'un pays, et c'est assez extraordinaire de voir ça, oui. Dernier produit développé par Watergen, moins humanitaire, mais tout aussi intéressant, ces bouteilles ou canettes d'eau produites aux Émirats Arabes Unis. Le pays fait appel à Watergen pour commercialiser une eau aux couleurs du pays, faite à partir de l'air du pays. Beaucoup de projets continuent donc d'animer Watergen et continueront de l'animer en cette année 2026. De l'eau à l'hydrogène, il n'y a qu'un pas, comme l'indique la formule chimique de l'eau, H2O, et on va parler d'hydrogène avec Catamon. Bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Gilad Lando. Vous êtes le patron de Catamon. Merci d'être avec nous. Votre entreprise évolue donc dans le secteur de l'hydrogène. C'est pas forcément facile d'expliquer tout ce que vous faites chez Catamon. C'est bien précis. On va y aller donc par étapes. On commence par un constat. La planète se réchauffe. Ça, tout le monde le sait. Yes, oui. En effet. C'est un réchauffement très rapide. Si dans le passé, il se réchauffait au rythme de tous les 5000 ans, maintenant c'est tous les 50 ans. Et cela découle de ce que nous faisons. L'humanité brûle des carburants fossiles, des carburants et nous brûlons les forêts, et ainsi on libère du carbone dioxyde. Le carbone dioxyde cause un réchauffement rapide à cause de l'effet de serre. Et donc, la solution que vous proposez, que vous aidez à proposer, c'est l'hydrogène. C'est là que vous intervenez. Aujourd'hui, on le sait, c'est cher de fabriquer de l'hydrogène. C'est pour ça que des voitures chez Toyota, par exemple, pour ne pas citer de marque, et qui a fabriqué ces voitures qui pouvaient fonctionner avec l'hydrogène et qui ne rejettent que de l'eau, eh bien c'est compliqué aujourd'hui parce que ça coûte cher, c'est compliqué à fabriquer, et vous proposez des solutions pour faciliter le processus. En effet. L'hydrogène est un des remplaçants verts les plus intéressants que nous ayons. Mais depuis 2022, c'est moins attrayant à cause de son coût. Alors, la fabrication de l'hydrogène, par exemple au Proche-Orient, n'est pas si chère. On peut utiliser des panels solaires dans le désert, il y a beaucoup de soleil, et on peut ainsi fabriquer de l'hydrogène. Le problème, c'est comment le transporter, comment l'entreposer. Aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de le transformer en une autre molécule qui s'appelle l'ammoniac. L'ammoniac, ensuite, on l'envoie par bateau, par exemple en France, et alors, il faut faire le craquage, c'est-à-dire le retransformer en hydrogène. Et donc, tous ces processus de fabrication de l'ammoniac et de son démantèlement et retour en hydrogène demandent beaucoup d'énergie. Notre solution, c'est comme de la nourriture pour chat. Alors, allez-y, justement sur la nourriture pour chat. Pour expliquer un peu à nos téléspectateurs, par exemple, on fait beaucoup la blague, entre guillemets, qu'est-ce qui est le plus lourd à porter? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? C'est à peu près la même chose avec l'hydrogène. 1 kilo de pétrole, c'est peut-être le même poids, mais c'est plus compact qu'1 kilo d'hydrogène. Et donc, c'est là que vous intervenez grâce à ces fameuses boules pour chat. Dites-nous en plus sur ça. En fait, 1 kilo d'hydrogène n'est pas condensé. Ça a la taille d'un énorme éléphant, 1 kilo d'hydrogène. Et donc, il faut le transformer en ammoniac, qui est beaucoup plus dense. C'est un liquide. En fait, quand vous venez fabriquer de l'ammoniac ou démonter de l'ammoniac, parlons-en, il faut le faire comme on fait avec un bateau. Il vous faut un port, il vous faut rentrer cette molécule d'ammoniac dans une boîte et ensuite vous la démontez. Mais il vous faut le lieu pour le faire. Et c'est exactement ce que fait le catalyseur. Donc, il utilise l'énergie et le temps nécessaires pour démonter ou remonter l'ammoniac. Et donc, notre catalyseur est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui, d'un côté, est très puissant, comme les catalyseurs les plus chers qui sont basés sur des métaux rares, mais d'un autre côté, il est bon marché parce qu'il n'est pas composé de métaux rares. Et ça, c'est révolutionnaire et cela va être très, très utile pour la fabrication d'hydrogène vert et pour le faire rentrer à nouveau pour remplacer l'énergie
polluantes. Voilà, et on roulera peut-être demain tous à l'hydrogène, on l'espère, et on rappelle que Catamount, comme toutes les startups de la nouvelle technologie, soulève régulièrement des fonds, et on peut vous retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir expliqué ce qu'était Catamount, ce qu'est l'hydrogène et pourquoi c'est important pour notre futur. Je rappelle que le docteur Gilad Landau, PDG donc de Catamount. Souvenez-vous, en début de saison, on vous parlait d'AI21 Labs. Nous recevions son patron Tal Gutman pour parler d'intelligence artificielle. Eh bien, cette start-up israélienne pourrait bien toucher le jackpot en cette année 2026 et être rachetée peut-être par Nvidia. Océane Nicole, on va en parler avec vous. Bonsoir. Le rachat de ce spécialiste israélien de l'IA pourrait atteindre la modique somme de 3 milliards de dollars. Oui, Christopher, cette start-up israélienne AI21 Labs, elle est estimée à 1,4 milliard de dollars et elle plaît donc à Nvidia qui veut donc racheter cette start-up israélienne. Les négociations sont lancées pour un rachat en effet estimé à près de 3 milliards de dollars. Alors, il faut savoir que AI21, ça a été fondé en 2017. Elle fait partie d'un groupe de start-up spécialisées dans la AI qui ont bénéficié donc de l'essor de l'intelligence artificielle. Et pourquoi Nvidia veut racheter cette start-up? Eh bien parce que les 200 employés de AI21 eh bien possèdent une expertise rare dans le développement de l'intelligence artificielle. À noter que donc les négociations donc avec le géant américain Nvidia eh bien ont considérablement avancé ces dernières semaines. Cette annonce de rachat éventuel, ça intervient alors que justement Nvidia a annoncé la construction ici en Israël dans la ville de Kiryat Tivon, c'est donc près de Haïfa dans le nord du pays, une construction d'un campus de recherche et de développement qui devrait donc débuter en 2027 avec une première installation en 2031 et l'objectif eh bien c'est de créer un pôle technologique qui pourra employer quelques 10 000 personnes. Nvidia qui assure qu'une fois achevé, eh bien son campus israélien comprendra jusqu'à 160 000 mètres carrés d'espace de bureaux, des parcs, des parties communes réparties sur 9 hectares, le tout donc inspiré du siège californien de Nvidia qui se situe donc en Californie. Le PDG du géant américain de puces électroniques assure et veut faire d'Israël sa deuxième maison, je cite. Et c'est donc une bonne nouvelle pour Israël et son marché de la technologie. Il faut savoir qu'en 2025, ça a été une année record pour Israël, pour les fusions, les acquisitions, également les installations en bourse. Il faut savoir qu'elles ont bondi de 340% pour atteindre 58,8 milliards de dollars en 2025 contre 13,4 milliards en 2024. Une forte hausse due à l'acquisition en 2025 par Google de Wiz. On en a beaucoup parlé pour un montant de 32 milliards de dollars pour Israël. Il s'agit de la plus importante transaction impliquant une entreprise fondée ici dans le pays et on espère évidemment le même succès et la même chose pour la start-up israélienne AI21 Labs. En effet, merci beaucoup Océane Nicole. Place tout de suite à notre séquence RétroTech. Dans le rétroviseur d'Innovation ce soir, ce son que vous connaissez forcément. C'est évidemment, vous l'aurez reconnu, le jingle de Netflix. Son histoire remonte en 1997. L'inné est né dans la tête de deux Américains. Ce nouvel épisode de RétroTech, raconté par Océane Nicole, commence dans 3, 2, 1... Tout commence dans les embouteillages de Californie. Mark Randolph et Reed Hastings, deux entrepreneurs américains, travaillent dans une entreprise de logiciels de la Silicon Valley. Tous les matins, ils se rendent ensemble au travail. L'occasion pour eux de discuter, de trouver une idée. Créer un marché de la location pour louer des DVD, mais le tout sans bouger de leur canapé. Le 29 août 1997, les deux Américains créent Netflix, une association du mot net pour Internet et Flix qui signifie film en argot. Netflix devient alors le premier site Internet de location et d'achat de DVD. L'entreprise américaine introduit un modèle d'abonnement mensuel qui rompt ainsi avec la logique du paiement à la location encore dominante dans l'industrie. Fini donc les dates limites de retour et les pénalités. Netflix séduit de plus en plus et compte à la fin des années 2000 près de 300 000 membres. L'entreprise est introduite en bourse en 2002. L'action est introduite à $15, ce qui permet à Netflix de lever un peu plus de 80 millions de dollars.
23 ans plus tard, l'entreprise américaine dispose d'une capitalisation boursière de plus de 400 milliards de dollars. En 2007, soit 10 ans après sa création, Netflix sacrifie son business de location de DVD pour devenir le service de vidéo en streaming sur abonnement, permettant à ses abonnés de regarder instantanément films et séries directement sur leur ordinateur. Le 1er février 2013, la plateforme dévoile House of Cards, sa toute première série originale. Avec 9 nominations aux Emmy Awards, la série fait basculer Netflix de simple distributeur à un véritable studio de réalisation. Le 6 janvier 2016, Netflix lance son service de streaming dans 130 pays simultanément. 4 ans plus tard, le Covid-19 fait son confinement arrive. Netflix dépasse le cap des 200 millions d'abonnés en 2020. Le géant américain compterait désormais plus de 277 millions d'abonnés dans le monde. Prochaine étape, racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery. Netflix poursuit les négociations pour cette acquisition de 82,7 milliards de dollars. Et on souhaite un bel avenir à Netflix, évidemment. La semaine prochaine, on s'intéressera notamment dans ce 11e épisode d'Innovation Nation aux meilleures technologies présentées au Salon de la Nouvelle Technologie à Las Vegas, avec notamment, a priori, une télévision sans fil aucun. Merci d'avoir exploré le futur avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée avec nous sur Attentif en News.